Bien, ceci étant, audience de séjour, que le ministère public puisse réagir, donner son avis par rapport aux différents mémos qui ont été examinés et débattus devant la Cour. Monsieur l'officier du ministère public, êtes-vous prêt? La Cour vous accorde la parole pour donner votre avis à ces sujets. Honorable juge de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, merci de la parole nous accorder pour répliquer aux moyens soulevés par la défense. En conformité avec l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire qui dispose si le prévenu ou le ministère public entend valoir les exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit à peine d'irrécevabilité avant le débat sur les fonds déposer un mémoire unique. Monsieur le Président, honorable juge, les conseils des prévenus Chamamba Kalumuna, Alain, Baizire Zialiwa, Vermafikar, Baizire Ishingwa, Rabari Chalesh, Hussein Afrikawala, Soukadu Akirten, Ikwa Ekula Jacques, Shagi Baavu, Dani, Soumi Kumar, Nabintou Rutakasa Solange, Patel Rutvik, Katroti Abavesh, Moué Pukatompe, Segaumba ont déposé des mémoires uniques dont l'essentiel porte sur les questions relatives à l'incompétence personnelle, matérielle et territoriale, sur la nullité de la procédure antérieure, de l'obscur illibelli et sur la mauvaise direction de l'action envers les plaidants et sur les demandes de mise en liberté provisoire déposées par les avocats de prévenus. Monsieur le Président, honorable juge, il y a lieu d'aborder chaque moyen soulevé par les avocats de prévenus. Je commence par les premiers moyens liés à l'incompétence de la Cour des séants. Dans la quasi-totalité de mémoire et s'agissant de la question de l'incompétence de manière générale, les conseils de prévenus justifient leur argument en se fondant sur les prescrits des articles 76, 98, 104, 106, 111 et 115 du Code judiciaire militaire, et le même défense impute à monsieur l'officier du ministère public d'interpréter à tort ou de faire une mauvaise interprétation des articles 106 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des compétences de juridiction de l'ordre judiciaire et de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, le terrorisme et de la prolifération de la lutte de la prolifération des armes de destruction méchante, de destruction massive. Il ressort clairement de la présente loi et de manière claire reconnue et affirmée. Monsieur le Président, honorable juge, en réplique à ce moyen, votre auguste cour retiendra pour justifier de sa compétence l'article 9 alinéa 2 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 plutôt, qui stipule les cours et tribunaux militaires en plénitude de juridiction de juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions de financement du terrorisme, des blanchissements des capitaux et de la prolifération des armes de destruction méchante. S'agissant de la compétence personnelle, il ressort clairement que la présente loi a de manière claire reconnu et affirmé la compétence spécifique des juridictions militaires en ce qui concerne les infractions de financement du terrorisme et corollaires tels que définis par la loi, par les articles 7 plutôt de la loi sus-évoquée. Au sujet de la compétence territoriale, la Cour des séants, l'alinéa premier de la même disposition
stipule sans préjudice des dispositions de la loi, organisation et fonctionnement, compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, juridiction du lieu de l'instruction préjudicielle peut connaître des infractions prévues par la présente loi s'il n'a pas compétence en raison de la matière. Et l'article 106 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dans sa deuxième partie, dispose lorsqu'un inculpé est amené pour des raisons de l'instruction préparatoire en dehors du ressort de sa résidence et ou de la commission de l'infraction, toute juridiction du lieu d'instruction préparatoire peut connaître des s'il est compétent en raison de la matière. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, les pièces du dossier telles que repris dans les différentes fardes attestent que beaucoup d'actes d'instruction préparatoire ont été menés à Kinshasa, particulièrement dans les ressorts de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, rendant ainsi cette dernière compétente conformément aux dispositions pertinentes de la loi sus évoquée. Au sujet de la compétence matérielle, l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 9 étant suffisamment clair, point n'est besoin de faire un commentaire. Je m'en vais également attaquer la deuxième exception de la nullité des procédures antérieures à la comparution. Les conseils qui ont eu à soulever ces moyens dénoncent, selon eux, la violation par les officiers de police judiciaire, bras du ministère public, des articles 17 et 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui garantissent les droits pour chaque citoyen de n'être poursuivi, arrêté, détenu, condamné en vertu de la loi et dans les formes précises, et aussi le droit pour chaque citoyen de ne pas être soustrait ou distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne et de se défendre soi-même ou d'être assisté par un défenseur de son choix à chaque niveau de l'enquête. Les deuxièmes griefs soulevés par la défense afin d'obtenir la nullité de la procédure antérieure portent sur le décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction générale des migrations qui en son article 19 a prévu et subordonné les poursuites engagées contre les agents de la DGM à l'obtention d'un avis d'ouverture d'instruction et à obtenir auprès de du directeur plutôt général de la DGM ou de l'ANR pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Président, honorable juge, en réplique à ces moyens, la Cour des sessions retiendra que les arguments soulevés par la défense sont irrélevants parce que les arrestations opérées par les OPJ et agents des services de renseignement l'ont été conformément à l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ou réputées telles, combiné avec l'article 130 du Code judiciaire militaire qui prévoit que l'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du ministère public, les commandements, les ministres de la Défense ainsi que les ministres de la Justice. Quant à l'article 19 de la Constitution, ce dernier a prévu une faculté pour toute personne de se défendre d'abord elle-même ou de se faire assister par un conseil de son choix. Du dossier, notamment les procès-verbaux établis par les OPJ, attestent que le différend par ces derniers de l'état-major renseignement militaire. Concernant l'ordonnance évoquée, outre qu'il s'agissait d'un cas de flagrance, les autorités de la DGM ainsi que ceux de l'ANR ont été associés dans le cadre
de la commission interservice. S'agissant de l'exception de l'obscurité délibellée, les conseils des prévenus autour des mémos ont, en abordant l'exception relative à l'obscurité délibellée, soulèvent plusieurs points, dont l'absence dans les décisions de renvoi des identités de personnes expéditrices des fonds en provenance du Rwanda pour l'achat de l'or, l'absence dans les décisions de renvoi des identités des acheteurs, personnes physiques ou morales, des quantités de l'or convoyées frauduleusement au Rwanda, l'absence dans les décisions de renvoi des noms de sociétés ou des armes ont été achetés pour servir les M23 afin de faire la guerre au Congo. L'absence dans les décisions de renvoi des noms des autorités rwandaises qui auraient acheté les armes. N'avoir pas précisé dans les décisions de renvoi en quoi l'accomplissement des devoirs s'agissant de Ikwa et Kila Nabintu Vutakaza Solange de l'argent à certains d'entre eux. Ce sont les quelques points, Monsieur le Président, soulevés par la défense comme argument selon lesquels les décisions de renvoi notifiées à leurs clients sont obscures et ne permettent pas à ces derniers de préparer leurs moyens de défense. Monsieur le Président, honorable juge, en réplique à ce moyen, la Cour ou votre Cour retiendra les précisions importantes suivantes. Que pour des décisions de renvoi sont suffisamment claires parce que, reprenant l'identité de l'auteur de fait, les faits répréhensifs, ainsi que les dispositions légales réprimant ces comportements contre allégants. Que les données et chiffrées reprises dans les décisions de renvoi sont suffisamment étayées par la farde qui est sa conviction. Dossier qui contient des éléments de preuve de nature à apaiser la défense. Nous constatons que la défense met la charrue devant le bœuf, alors que certains détails nécessitent que la Cour examine le fond de l'affaire. Le parquet est stupéfait par l'option prise par la défense qui cherche à connaître le nom de l'autorité rwandaise bénéficiaire de l'ensemble de l'or convoyé frauduleusement au détriment de la RDC et qui aussi cherche à connaître le nom de l'autorité qui achète les armes au M23, mouvement terroriste, alors que c'est le premier citoyen rwandais qui a dit que son pays n'a pas d'espace, il doit aller faire la guerre au Congo. Nous sommes stupéfaits, Monsieur le Président, que la défense n'ait pas entendu ces propos. Et aussi le parquet est stupéfait que la défense cherche à savoir d'où viendraient les armes alors que nos compatriotes sont tués par ce mouvement terroriste, notamment à Rutshuru, à Kishiche. Monsieur le Président, je m'avais également attaqué l'exception de la mauvaise direction de l'action. Pour la défense, les employés ne peuvent faire l'objet de poursuites, considérant que c'est le gérant ou les administrateurs gérants sont pénalement responsables. En réplique à ce moyen, Monsieur le Président, la réponse est donnée par l'article 7 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre les blanchiments de capitaux, financement et terrorisme et de la prolifération des armes de destruction méchante, des armes de destruction massive, qui stipule au sens de la présente loi. On entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne physique ou morale ou toute organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni de biens, fonds et autres ressources financières
dans l'obtention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie en vue de la commission. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, s'agissant de demandes de liberté provisoire déposées par les avocats ou les conseils de prévenus, vu que tous les prévenus n'ont pas de résidence connue à Kinshasa, vu que les faits reprochés aux prévenus ont une certaine gravité, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste pour Monsieur le Président de rejeter toutes les demandes de liberté provisoire déposées par les avocats ou les conseils de prévenus. Et vous direz également quant à la forme, vous allez recevoir quant à la forme les mémoires déposées par les prévenus cités si haut, mais vous allez les déclarer non fondées quant au fond. Par conséquent, vous allez les rejeter et ordonner la poursuite de l'instruction publique ou moyen dans les délais légaux qui m'habite. Nous venons, Monsieur le Président, d'assister à un scandale. Les propos que nous avons entendus ne peuvent pas émaner d'un officier du ministère public qui a pris l'initiative d'accuser, qui sait que accuser impose la charge de la preuve et qui ne peut pas s'en sortir avec une telle légèreté. Je n'affirmerai rien de gratuit, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que je n'exprime pas le scandale constaté quand déjà, à 27 ou 28 mémoires uniques concernant chacun des accusés, on réponde d'une manière collective, sans que l'on ne détermine la contribution de chacun à la commission de l'infraction de financement du terrorisme. Comment ne pas relever la légèreté de l'officier du ministère public lorsqu'il confond les blanchissements et les blanchiments, lorsqu'il confond les armes de destruction massive et les armes de destruction méchante, lorsqu'il donne comme exemple de terrorisme Kishiche et Rutshuru qui sont dans le nord Kivu, pendant que les infractions poursuivies sont localisées au sud Kivu. Et de manière globale, en ce qui concerne la défense de Madame Solange Nabintou et de Monsieur Bakoulou, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu quant aux exceptions soulevées à la fois dans notre mémoire unique pour chacun de ces deux accusés et aussi dans notre note de plaidoirie portant sur les mémoires uniques. Par exemple, nous avons dénoncé qu'il y avait violation du principe de la légalité des infractions et des actes de participation criminelle, et cela nous l'avions dit en deux branches. D'une part, la violation de la légalité relativement à l'élément matériel de l'infraction. D'autre part, la violation de la légalité en ce qui concerne les actes de participation criminelle. Nous avions soulevé la violation de la légalité en ce sens que lorsque la loi met dans la définition de l'infraction un acte positif, l'accusation ne peut pas le réduire à une omission. C'est violer le principe de la légalité même. Nous avions dénoncé bien sûr l'exception de l'obscuri libelli, mais comme vous l'avez remarqué, l'intervention du ministère public l'a rendu encore plus obscur. Il n'a pas du tout répondu aux préoccupations telles qu'elles étaient formulées. Je vais donner une petite illustration. Mais avant de donner l'illustration, je veux m'indigner, Monsieur le Président. Notre système pénal n'est plus crédible. Pourquoi? Parce que nous piétinons sur le principe essentiel qui fait du droit pénal le protecteur des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il n'y a pas d'infraction si la loi ne le dit pas. Mais si vous ne dites même pas ce que la loi dit, en quoi vous pouvez porter une accusation? Accuser, c'est dire la loi violée.
C'est dire, voici les actes commis, voici en quoi ils sont liés à l'interdiction légale, qu'on appelle infraction. Cela n'est pas fait. Je vais relever le problème de la participation. Comme vous avez remarqué, Monsieur le Président, chaque prévenu pratiquement a reçu sa citation à prévenu. C'est avec étonnement qu'un prévenu ici se retrouve avec 27 autres sans savoir comment, sans savoir si c'est parce qu'ils sont frères ou sœurs, si c'est parce qu'ils se connaissent dans la ville de Bukavu, si c'est pour avoir fait quoi. Ils se retrouvent ensemble, pendant qu'ils n'ont rien fait ensemble. Nous avons dénoncé la citation conformément à l'article 57. La citation doit donner toutes les circonstances de l'infraction, y compris l'identité des personnes avec lesquelles on est censé avoir commis cette infraction. Puisque la citation a prévenu parle d'auteur, complice. Comment on saura, comment vous saurez déterminer la part de chacun si le ministère public n'énumère pas les actes commis par chacun des accusés dans un acte unique qu'on appelle citation à comparaître du prévenu? Comment vous allez établir ces éléments quand dans la citation, qui est le contrat judiciaire des parties, n'indique pas la contribution de chacun, ne donne pas la liste des actes posés par chacun? Puisque la responsabilité, après tout, elle est individuelle. On ne fera rien contre ce principe. La responsabilité pénale demeure individuelle. Là aussi, je ne sais pas si c'était parce que le micro était coupé, mais je n'ai rien entendu pour répondre à cette objection selon laquelle soit tous recevaient une citation à prévenu ou tous les noms, tous les actes sont renseignés. Soit alors, nous maintenons que chacun a eu sa citation à lui et qu'il y a donc 28 procès à organiser. Et le procureur ne nous dit rien, l'officier du ministère public ne nous dit rien, on va faire l'impasse là-dessus. Et les droits de la défense. Monsieur le Président, dans notre constitution révolutionnaire du 18 février 2006, les droits de la défense sont proclamés. Non seulement proclamés, mais élevés au rang de ce qu'on appelle les droits non dérogeables. C'est l'article 61.5 de la Constitution. En aucun cas, même lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, il ne peut être porté atteinte aux droits et valeurs fondamentaux suivants. 1. Les droits à la vie. 5. Les droits de la défense. Comment nous allons piétiner ces droits face au mutisme de l'officier du ministère public qui ne veut attribuer aucun fait à personne? Est-ce qu'ici, nous allons commencer à nous défendre contre le financement du terrorisme pendant que nous ne savons même pas quand nous avons financé, quand nous avons eu de l'argent entre nos mains, quand nous l'avons donné à un terroriste? Nous allons nous défendre comment contre le financement du terrorisme ou même le commencement du terrorisme, puisqu'on poursuit pour tentative de l'infraction de financement du terrorisme. Mais il n'y a pas de tentative sans des actes constitutifs du commencement d'exécution. Vous allez vous y prendre comment? On dirait que l'officier du ministère public a quelque espoir parce qu'il dit que c'est à l'occasion des discussions sur les fonds qu'on va finalement savoir de quoi on est poursuivi. Mais la loi à la matière exige qu'on sache pourquoi on est poursuivi dès l'ouverture du procès. C'est même cela le sens de 246 du Code judiciaire militaire. Je ne peux pas vous imposer une nouvelle plaidoirie. Je vous prierai de vous référer à nos mémoires uniques et à nos notes de plaidoirie pour constater les lacunes de l'accusation, pour considérer nos exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, et ce sera justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ou militaire de Kinshasa Gombe, Monsieur le membre de la composition de cette cour, nous sommes plus que déçus, en ce sens que
lorsqu'on veut organiser une audience publique, les principaux acteurs qui sont le magistrat, au sein duquel on trouve le ministère public et le magistrat du siège, les greffiers bien entendu, les avocats, ainsi que les parties au procès, sont censés savoir ce qu'ils viennent faire au prétoire. Après le passage de mon professeur, l'honoré confrère Yabirungu, nous avons du mal à nous exprimer. Mais au moins, pour la beauté du droit, nous avons l'obligation de rappeler à cette précieuse cour militaire de Kinshasa-Gombe que nous sommes déçus et que nos demandes seront entendues. Parce que, disait-il ici, sous paix, que le droit de la défense a été proclamé. Lorsqu'un droit est proclamé, il est protégé, il est reconnu, il est opposable. Ce droit de la défense n'est pas discutable. Nos clients ne sont pas tous militaires, malheureusement. Mais on veut nous imposer un caractère militaire. Nous dirons non, ici et ailleurs. Monsieur le Premier Président, figurez-vous que ce procès fait maintenant l'objet d'une question internationale. Je m'attendais à une réponse à nos mémoires, que cette réponse soit purement juridique. Mais hélas, ce même contraire au discours des politiciens tenus à longueur de journée à travers nos médias, ces procès. Monsieur le Premier Président, le ministère public n'a rien dit au sujet des mémoires déposées devant cette cour. Rien. Il n'a raconté aucun moyen de droit. Mais il vient rendre davantage obscur ces citations à prévenir. Dans ce sens que les uns ont parlé de la demande de liberté provisoire, les autres ont parlé de l'obscur libelli de son acte, les autres ont parlé de l'incompétence personnelle de cette cour, et bien d'autres, et même certains moyens, sont en réserve. Monsieur le Premier Président, s'il faut revenir à ce que nous avons entendu, un tout petit peu effleuré, pour justifier la compétence personnelle de cette cour, en disant qu'est compétente la juridiction militaire qui est au lieu où l'instruction préjuridictionnelle a eu lieu. Mais ce n'est pas vous. L'instruction préjuridictionnelle n'a pas commencé à la demi-app de Kinshasa. C'est le militaire de la demi-app de Kinshasa qui s'est déplacé à Bukavu où il est allé ramasser ses bitins. Et il a mis en sac militaires, civils et autres, commerçants et tout. Ils ont été entendus là-bas, à moins qu'ils n'aient pas lu le PV, qui sont versés au dossier du tribunal. Et s'il faut comparer même les volumes de dossiers tenus par lui, nous comprenons qu'il n'a pas été consulté. Les dossiers qui lui ont été transmis. Et nous comprenons qu'il y a une main noire qui le force à dire quelque chose qui ne ressemble même pas à un avis du ministère public ou le réquisitoire. Ça ne ressemble à rien du tout. Nous avons dit en son temps, la loi qu'il a invoquée sur le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et achat des armes et de destruction, quoi. Je sais pas. Nous vous avons dit ici que vous serez en difficulté de trancher. Nous l'avons dit. Votre compétence personnelle est mise en cause. Et ici, tantôt nous venons de dire, d'entendre que notre loi pénale a du mal à évoluer parce qu'elle est piétinée. Par qui? Mais voilà les preuves. L'organe de la loi lui-même piétine ça. Et il veut légitimer quelque chose qui n'a pas de forme. Ça sera un scandale juridique sérieux qui va entacher la justice militaire, non seulement la justice militaire, mais la justice congolaise qui est décriée de partout. Et même du premier Congolais qui a dit qu'il est déçu de la justice. Et c'est vrai qu'il doit être déçu parce que le procès devient un simulacre où on prend des innocents, on les rend coupables. Et les gens s'enrichissent derrière ce genre de procès. En des termes de millions chaque mois. Et nous avons suivi cela. Monsieur le Premier Président, nous nous disons et réitérons notre mémoire adressée
pour M. Ikwa Ikela Jacques. J'attendais à ce que le ministère public dit, pour celui-ci, il y a abandon de poursuite. Parce qu'il n'est pas un prévenu. On en fabrique un, et ça sera ainsi de tous les autres. Le vrai prévenu dans ces procès ne sont pas ici. Ceux qui doivent répondre de ces actes ne sont pas ici. Ce sont des victimes innocentes. Monsieur le Premier Président, vous avez nos mémoires. Au moins vous, en dernier ressort, si on peut espérer du droit, c'est du côté de la Cour. Dites le droit, Monsieur le Président. Nous vous connaissons un homme intègre. Votre intégrité n'est pas liée à des individus, mais liée au devoir de dire les droits. Monsieur le Premier Président, nous ne serons pas très longs pour monopoliser la parole, mais le ministère public qui n'a pas rencontré nos mémoires risque de vous renvoyer dans une honte juridique si vous suivez ce genre de discours qui ne ressemble pas à un réquisitoire, encore moins à un avis sur mémoire. À ce stade, nous nous réservons. Nous avons dit. Également bref, d'autant plus que l'organe de la loi n'a pu rencontrer nos moyens développés dans notre mémoire unique, s'agissant des prévenus Hussein Afrikawala ainsi que Sami Shakti. Nous avons soulevé à ce stade 4 exceptions, notamment l'obscurité du libellé, la mauvaise direction, la nullité de la procédure antérieure à la saisine de l'auguste cour des séants, ainsi que introduit une demande de liberté provisoire. S'agissant de l'obscurité du libellé, distingués membres de la composition, l'organe de la loi ne nous a pas rencontrés dans tout ce qui a été développé. Et donc, nous confirmons nos moyens quant à ceux, dès lors que le ministère public a ramassé de manière générale pour dire que il y aurait gravité des faits. Oui, il y a gravité de faits. Des faits qui se passent à l'est du pays et plus précisément dans la province du Nord Kivu, qui n'a rien à voir avec la province du Sud Kivu. Mais s'agissant de points tels que détaillés dans les mémoires uniques, où nous voulions savoir la commission de cette infraction, les circonstances de cette commission, on reproche à la société Audisha d'avoir vendu de l'or et que les fruits de cette vente auraient permis le financement. Nous aurions souhaité comprendre les circonstances de la remise des fonds, c'est dont le ministère public n'a pas répondu. S'agissant de la mauvaise direction, là encore, le ministère public n'a rien dit. Le ministère public s'est contenté à affirmer ce qui est dit dans l'article 7 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022, qui dit que tout acte commis par une personne physique ou morale, ça c'est l'énoncé de la loi. Nous sommes d'accord avec le ministère public. Toute personne physique peut être poursuivie. Mais dans le cas d'espèce, oui, il s'agit de personnes physiques. Mais ce n'est pas ce que le ministère public dit dans sa décision de renvoi, encore moins dans la citation à prévenu. Parce que là, il est reproché à la société Audisha, avec le fruit de la vente. Et nous disons que des simples employés, oui, ce sont des personnes physiques, ont-ils la décision sur le fond d'une société s'ils ne sont associés, gérants? Parce que tel n'est pas le cas. Ce sont des personnes physiques, oui. Il ne suffit pas que la loi dise toute personne physique ou morale peut être poursuivie. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'on les reproche avec le fond de leur poche? Si c'était le cas, il l'aurait dit et nous aurions la possibilité de nous défendre. Mais il dit le fruit de la vente opéré par une personne morale. Mais on poursuit plutôt de simples employés. C'est là que nous avions dit qu'il y a mauvaise direction. Il y a mauvaise direction. Nous n'avons pas dit que seules les personnes morales pouvaient être poursuivies. Non. Nous avons dit avec leur salaire, oui. Vous pouvez dire qu'ils ont financé avec leurs fonds propres. Mais tel n'est pas le cas. On dit que c'est les fonds provenant de la vente de l'or d'une société où ils n'ont pas de décision. Donc nous maintenons ce moyen qui consiste à dire qu'il y a mauvaise direction. En ce qui concerne la nullité de la procédure antérieure,
Encore là, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, nous disons que le ministère public ne nous a pas rencontrés non plus. Le ministère public s'est borné à rappeler l'article 19 de la Constitution qui prévoit la faculté de se défendre soi-même ou par un conseil. Mais nous avons soulevé plutôt l'article 18, où il est donné obligation à ce que toute personne arrêtée soit entendue dans la langue qu'il comprend, dans la langue qu'il parle, pour lui donner en fait l'opportunité ou l'occasion de se défendre. Or, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Vous pouvez lire le procès-verbaux, vous verrez qu'ils ont été entendus dans quelle langue. La Cour a fait l'effort de pouvoir faire intervenir un interprète parce que justement, elle est soucieuse de ce que les choses, la procédure soit respectée. Mais, avant la saisine de l'Auguste Cour des CA, nous disons qu'il y a eu violation de l'article 18 et non l'article 19. Et, à ce propos, l'organe de la loi ne nous a pas rencontrés non plus. Pour le reste, nous confirmons nos moyens parce qu'aucune réponse n'a été donnée. Mais s'agissant de la liberté provisoire, là encore, le ministère public n'a tout simplement dit que les prévenus n'avaient pas de résidence connue. Alors que les dossiers renseignent que pour ce qui concerne nos clients, l'adresse sont connues et même versées au dossier judiciaire. C'est le seul moyen. Nous disons donc, Monsieur le Premier Président, point n'est besoin de revenir sur les motifs de cette demande parce que le ministère public ne les a pas rencontrés. L'adresse est bel et bien versée dans le dossier judiciaire. Leur état de santé ne permet pas qu'ils demeurent dans les conditions dans lesquelles ils sont présentement. Donc nous reconduisons tous ces moyens et notre distingué confrère va nous compléter. Merci pour la parole accordée. Honorés membres de la Cour, nous n'allons pas revenir sur les observations faites par les doyens Nyabirum, mais nous pensons que la Cour a mieux compris cette sonnette d'alarme que le ministère public peut-être n'a pas compris. Et par rapport à nos moyens soulevés, nous intervenons pour les comptes de Sami et Hussein Afrikawal. Nous avons formulé une demande par devers votre Cour liée à la liberté provisoire. Nous vous avons dit, votre honneur, de ne pas vous fier à l'apparence des prévenus. Parce que cette apparence est souvent trompeuse. Nous vous avons dit que ces prévenus sont malades. Nous vous avons encore dit, si vous ne croyez pas la parole de l'avocat, faites intervenir un expert. Nous parlons d'un médecin pour attester de ce que nous disons. Malheureusement, le ministère public qui est le garant de la bonne application de la loi n'a pas voulu tenir compte du droit à la vie que nos clients ont. Ils ont droit. Peu importe le fait reproché. Et surtout qu'à ce stade, ils sont encore innocents. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons été avec le directeur de la prison qui nous avait appelé. Toujours concernant l'état de santé de nos clients. Le ministère public veut voir ces gens-là décéder en cours d'instance. Parce que là, il ne dit rien. Nous disons, pour des raisons humanitaires, votre honneur, accordez la liberté provisoire. Les adresses sont connues. Nous avons déposé les adresses au dossier. Ils ont promis de répondre à toutes les convocations de votre Auguste Cour. Mais leur vie, votre honneur, rester encore ici en Ndolo, risque d'être compliqué. Et là, le ministère public, c'était vraiment facile pour lui de rejeter en bloc. Vu la gravité des faits, absence de résidence, vous rejetterez toutes ces demandes-là. C'était vraiment facile. Il pouvait ne fût-ce que, parce qu'il collabore bien avec le médecin de la prison, contacter les médecins pour avoir ne fût-ce que la situation sanitaire de tout un chacun de prévenus. Malheureusement, pour le ministère public, je pense que la vie n'a pas de sens. Vous, en tant que gardien des droits de l'homme, vous ne permettrez pas à ce que ces droits-là soient violés. Vous allez accorder la liberté provisoire telle que nous l'avions demandé. Et par rapport à la nullité des procès-verbaux, nous avons même posé des questions. Nous avons soulevé cette exception sur base de l'article 18. Nous avons posé des questions au ministère public qui, pendant que nous parlions en son temps, était en train de noter. Mais malheureusement, il n'a pas répondu à ces questions. Nous avons dit, ces gens-là qui ne parlent pas l'anglais, notamment M. Sami, il a été auditionné en quelle langue? S'il y avait un interprète, qui était l'interprète? Parce qu'on risque de dire, bon, à la police, moi je suis au niveau de l'auditeur du ministère public.
Vous allez voir dans ce dossier, votre honneur, des PV où on n'indique même pas la langue à laquelle les prévenus avaient répondu. Vous imaginez? Ces gens-là qui ne parlent ni français ni lingala. Il y a des papiers stéréotypés où on reprend déjà langue lingala ou français. On ne choisit même pas lingala ou français. On laisse comme ça. Ils ont été auditionnés en quelle langue? Je parle de monsieur Sami et de monsieur Hussein Afrikawala. Sur le ministère public, quand il va revenir, si jamais il reviendra, pourra nous donner la réponse par rapport à ces questions. Mais vous, votre cours va se prononcer par rapport à ce qu'il a par devers lui. Les dossiers physiques venant du ministère public. Et il se rendra compte que ces PV-là ne peuvent jamais être exploités devant votre cours. J'ai dit. Je serai bref, monsieur le Premier Président. J'allais me taire parce que le professeur Nyabirungu, avec qui j'ai comparé conjointement pour le compte de Madame Solange, a circonscrit le caractère fou. C'est que le ministère public nous a produit devant cette audience, Ce qui a énervé en fait mon entendement, c'est une nouvelle chose. Et c'est un point dangereux. Et je ne voulais pas que la Cour puisse glisser dans sur cette piste-là. Parce que pour le compte de prévenu Katoroti Abavèche, en soutenant ce qui suit, oui, dans un premier temps pour Katoroti Abavèche, lorsque vous allez vous retirer dans le secret délibéré, vous constaterez que le ministère public ne nous a pas rencontrés quant aux moyens concernant l'annulation de PV de saisie d'objets pour les raisons évoquées dans nos moyens. Cela dit, vous allez effectivement faire droit à notre demande, c'est-à-dire annuler le PV de saisie d'objets. Dieu merci, parce que lui-même est conscient que c'est un moyen qui ne peut pas énerver. C'est pour cette raison qu'il n'a rien dit. Ce faisant, donc, vous allez reconduire ce moyen et vous direz effectivement que le ministère public ne nous a pas rencontrés dans ce moyen. S'agissant de l'obscurité délibérée, faisant suite à nos moyens, réagissant à nos moyens, le ministère public a dit ceci, que la décision de renvoi, là c'est pour le prévenir également, Rabari Saïlèche, Kutan Soukadia, Chamidani Bahavou et Patel Boutivik, il a dit s'agissant du moyen tiré de l'obscurité délibérée, que la décision de renvoi est claire. C'est ce qu'il a donné comme réplique. Mais quant à nous, monsieur le Premier Président, vous allez vous réaliser que le ministère public se limita à faire constater à votre auguste cour que sa décision de renvoi est claire. Et pour renchérir la clarté, il a dit que d'aucuns ignorent que le citoyen numéro 1 de la République voisine du Rwanda a dit qu'il viendrait chercher des terres au Congo. Ça, c'est pour renforcer sa réplique s'agissant de l'obscurité délibérée. Ceci vient effectivement renforcer notre moyen. Au lieu que ça renforce sa réplique, ça renforce le nôtre, en ce que lui-même reconnaît qu'il avait oublié d'autres moyens, notamment le fait que le président rwandais voulait avoir des terres au Congo. Ça renforce encore l'obscurité, par conséquent, les moyens demeurent, et par conséquent, il sera récit, et il sera dit également fondé. Et la Cour, s'agissant de réplique du ministère public relativement à la nullité des procès-verbaux antérieurs à la présente instance, constatera effectivement que le ministère public ne nous a pas non plus rencontrés. Pour l'unique raison que, lorsque nous avons développé ces moyens, nous avons présenté la violation de la loi, notamment le droit d'être entendu dans la langue que le prévenu sait comprendre ou dans la langue où le prévenu peut bien s'exprimer. Et quant à ces moyens, le ministère public n'a rien dit ou n'a pas démontré que nos clients ont été effectivement entendus dans la langue qu'ils pouvaient bien comprendre ou dans la langue où ils pouvaient bien s'exprimer ou dans la langue de leur choix. N'ayant pas été en mesure de prouver le contraire de ce que nous avons soutenu, effectivement, nos moyens seront dits recevables et fondés. S'agissant, monsieur le Premier Président, de notre cliente, madame Nabintou Boutakaza Solange et de monsieur Ikwaikila, le ministère public,
en essayant de vous apporter le caractère de flagrance dans ce procès pour obtenir que l'ordonnance qui l'oblige à obtenir préalablement l'avis obligatoire du directeur général soit écarté sur la présente, vous allez vous réaliser que le soutènement du ministère public sera écarté pour une raison simple que les faits mis à charge de ces devants prévenus remontent d'après le ministère public lui-même de 2019. De 2019 à aujourd'hui 2023, est-ce qu'il est en mesure de vous présenter la flagrance? Il ne peut pas y avoir un procès de flagrance depuis 2019 à 2023. Que donc, Monsieur le Premier Président, étant donné que c'était son unique moyen s'agissant d'obtenir de votre auguste cour que ces moyens soient récits, et que ces moyens étant bâtis en brèche par le fait qu'il n'y a pas flagrance dans la présente affaire, surtout que le fait, d'après lui-même, le ministère public remonte de 2019, ce moyen sera récit par le ministère public. Ce moyen du ministère public sera récit par votre auguste cour, mais sera rejeté. En conséquence, ce moyen sera, les moyens de prévenir sera recevable et fondé. Nous nous laissons compléter par nos estimés confrères. Et s'agissant de prévenir Alain Chamamba et Jean-Pierre Sialiwa, vous retiendrez également le même développement que nous avons dit. Monsieur le Président de la Cour, nous revenons vers vous pour répliquer également aux avis du ministère public sur ces répliques, considérant que notre moyen lié à la vie pénale du ministère du directeur général de la BGM serait rejeté. Pour lui, il vous dit que non, les arrestations opérées l'ont été conformément à l'article 130 du Code judiciaire militaire. Et pour lui, il dit qu'il est le maître de l'action publique. Il a cité cet article, il a lu ici, mais il s'est juste limité à dire qu'il est le maître. Il n'a pas oublié que cette loi parle même des partis lésés, des commandants et tout le reste. Donc il n'est pas le seul maître. Mais lorsque vous êtes saisi, Monsieur le Premier Président, il y a des préalables qui sont soulevés. Et parmi les préalables, nous avons soulevé le fait qu'il faut qu'il y ait un avis obligatoire pour engager des poursuites à l'encontre des agents qui ont un certain grade dans la direction générale des migrations. Alors lui, lorsqu'il engage l'action publique, ne doit-il pas respecter cette considération, cet article, cet élément légal? La Cour va examiner. Deuxièmement, Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vient renforcer son caractère flou de ces décisions de renvoi, il vous dit qu'il a arrêté les agents des services de l'État parce qu'ils ont agi dans une histoire qu'il a appelée commission interservice. On se demande. Il vient d'abord, il nous dit, il nous parle de flagrance, et il vient ajouter un élément nouveau, commission interservice. Nos clients ne savent pas, ne comprennent pas comment se défendre, et ne savent pas comment se défendre, sur le simple fait que les nouveaux éléments qui arrivent et qui tombent comme un cheveu dans la soupe renforcent l'intégrité de leur décision de renvoi. Que veut dire commission interservice? C'est les services qui ont délinqué, on a même nos clients ici, on ne sait pas en quoi ça a tenu. Monsieur le Premier Président, il cite exactement les éléments qu'on a présentés devant vous sur l'absence des noms des autorités rwandaises, l'absence des acheteurs de l'or, les quantités, tout ça. Il énumère tout ça bien. Mais lorsqu'il prétend répliquer, il dit que la Cour va ajouter le moyen parce que il a cité dans la décision de renvoi les préventions. Il a donné les articles et la loi qui a été vue. Mais est-ce qu'il a apporté des éclaircissements sur, par exemple, les armes achetées par les M23 et que comment est-ce que nos clients ou quand est-ce que nos clients y ont participé? Il dit également que non, voilà, les faits répréhensifs, ils sont couchés. Mais c'est ce qu'on réclame ici, ce qu'on dénonce ici. De quelle manière ces faits sont présentés et comment nos clients doivent s'y défendre en commission interservice, jusqu'à ne pas dire en quoi et pourquoi nos clients sont poursuivis. Monsieur le Président, si nous commençons à revenir sur tout ce qu'il a dit, on peut perdre du temps ici. Nous revenons, Monsieur le Premier Président, sur l'analyse des libertés provisoires qui ont été déposées par divers gouvernements. Le ministère public répond légèrement en disant que non, les faits ont une certaine gravité et que les prévenus n'ont pas de résidence connue à Kinshasa. Le ministère public, Monsieur le Président, oublie même la façon dont il a arrêté nos clients.
Il oublie qu'il les a ramassés à Bukavu. Il oublie qu'il ne les a même pas lu leurs droits. Comment est-ce qu'il devait se défendre? Il oublie qu'il les a détenus 18 jours à la DEMIAP. Il oublie qu'il les a interpellés ici. Ils n'ont pas régularisé leur détention. Et il vous dit que non, ils n'ont pas de résidence à Kinshasa. Mais monsieur le Premier Président, nonobstant ces faits-là, parce que oui, leurs domiciles sont à Kinshasa. Mais nos clients ont pris le soin de déposer par devers les documents de les notes de plaidoirie de leurs avocats, les différentes adresses, là où ils vont résider. C'est là vont électer le domicile même, monsieur le Premier Président. Et ils vont vivre là, et la Cour n'aura aucune difficulté à les joindre. C'est le cas de notre client Ikwaikila qui se présente aux audiences. Cela ne renforce pas notre demande, monsieur le Premier Président. Sur le point où on dit que non, les faits ont une certaine gravité. Monsieur le Premier Président, je pense que c'est également léger. Parce que ici, il n'est pas question de commencer à définir la gravité ou quoi. Il faut plutôt présenter les indices de culpabilité. Parce qu'il est ministère public. L'a-t-il fait? Non. Est-ce que cela renforce la détention? Non. Alors, à la Cour de nous appeler, monsieur le Premier Président, de nous rencontrer et de dire notre demande, nos demandes fondées, monsieur le Premier Président. Sans pour autant vouloir trop parler, je me laisse compléter par l'estimé confrère pour présenter d'autres requêtes en mise en liberté provisoire si la Cour le permet. Monsieur le Premier Président, si vous le permettez, nous avons déposé en date du 4 septembre 5 demandes de mise en liberté provisoire, même pour développer une seule demande, c'est la Cour le permet. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Monsieur Patel Ludwig, de nationalité indienne, étudiant de son État, qui s'est retrouvé au Congo en février 2023 en visite à son frère Katoroti Abavesh à l'occasion de l'arrestation de M. Katoroti Abavesh et de Rabari Sailesh, agent de la société Kivucom. Lui aussi sera arrêté pour des raisons d'enquête jusqu'à se retrouver ici à la prison d'Endoro. Mais il s'est fait, monsieur le Premier Président, que les ci-devant prévenus, son état de santé ne lui permet pas de continuer à rester dans cette institution incarcérale. Et pour cette raison, il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire tout en vous promettant de répondre à toutes les invitations qui lui seront lancées pour la poursuite de l'instruction de cette affaire. Et dans sa requête, il a pris le soin non seulement d'annexer son passeport, mais aussi son visa, ainsi que le domicile élu. Pour ces raisons, il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire. Il en est de même, monsieur le Premier Président, que de M. Tsukadi Akirta, pour les mêmes raisons que M. Patel Ludwig. Il vous prie également de lui accorder la mise en liberté provisoire. Il en est de même pour les mêmes raisons, mais à la seule différence que M. Chagibav Daniel, monsieur le Premier Président, il se trouve actuellement malade et il a été suivi dans cet hôpital. Mais pour qu'il soit soigné convenablement, monsieur le Premier Président, il vous prie de lui accorder une mise en liberté provisoire, tout en vous promettant de se conformer aux conditions qui seront fixées par votre juridiction pour sa mise en liberté provisoire, et vous promet, monsieur le Premier Président, de répondre à toutes les invitations qui seront lancées par l'Auguste Cour pour la poursuite de l'instruction. Et dans sa requête, il a pris le soin de lire domicile. Il a élu domicile comme tous les autres, monsieur le Premier Président, sur l'avenue du Marché, avenue Bakongo, au numéro 30 dans la commune de la Gombe. Monsieur le Premier Président, mais il en est de même pour M. Katoroti Abavesh. Il a pris le soin d'annexer son visa, même si le monsieur public avait dit qu'il n'en avait pas. Il a pris également le soin d'annexer son passeport et de lire domicile au numéro 30, avenue du Marché, commune de la Gombe. Et vous prie de lui accorder une mise en liberté provisoire pour des raisons. Il est actuellement malade, soigné ici à la prison centrale, ici à la prison d'Endolo, mais il estime que les soins qui lui sont administrés présentement ici ne peuvent pas
lui permettre, Monsieur le Premier Président, de voir sa vie et sa santé être préservées davantage. Et la deuxième raison, Monsieur le Premier Président, c'est que sa fuite n'est pas à craindre. Sa fuite n'est pas à craindre en ce que il est agent de la société Kifucom et au sein de cette société, une somme de plus ou moins 200 000 $ a été saisie et de 2,5 kg d'or. Et il estime, Monsieur le Premier Président, que votre auguste cour s'avisera qu'il ne peut pas fuir et qu'il pourra bien répondre à toutes les invitations et surtout que son passeport a été saisi et donc il en est de même pour les autres requérants. Leur passeport se trouvant devant le ministère public, la Cour pourrait bien lui accorder la mise en liberté provisoire. Il en sera de même pour M. Rabari Saïlech. M. Rabari Saïlech, M. le Premier Président, après avoir obtenu son visa en Inde, à l'ambassade de l'Inde, l'ambassade de la RDC en Inde, il se fera engager par la société Kifucom et celui-ci obtiendra une carte de travail pour étrangers au mois d'avril. Et au mois de mai, il va être arrêté pour des raisons d'enquête et actuellement il se trouve en détention ici à la prison de Ndoulo. Il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire pour 3 raisons. Principalement, Monsieur le Premier Président, c'est un étranger. Son passeport étant saisi, il ne saura pas se soustraire de la RDC. Deuxièmement, Monsieur le Premier Président, sa santé ne lui permet pas de rester dans cette prison, Monsieur le Premier Président. Ensuite, notre client est père d'une famille et actuellement, il lui est interdit de causer avec ses enfants et sa femme qui les croient morts. Ne pouvant pas être en mesure de communiquer avec sa famille, avec ses enfants, il en est de même pour tous les autres clients indiens. On les croit morts, Monsieur le Premier Président. Et voyez aujourd'hui au XXIe siècle, si quelqu'un, sa famille peut penser qu'il est mort, tout c'est pas parce qu'on lui prive d'entrer en communication avec sa famille, pour lui permettre également non seulement de se faire soigner, mais aussi d'entrer en contact avec sa famille. Il vous prie de lui accorder la mise en liberté provisoire, nous avons dit. Permettez-moi d'abord de faire mienne la déception de tous les confrères qui m'ont précédé devant cette porte et la légèreté qu'ils ont pu démontrer à l'égard du ministère public. Monsieur le Premier Président, si vous avez suivi très bien le premier confrère, le doyen et prof de Belongo qui a déposé par vous cette moyen de déception, il a semblé me rejoindre par rapport à ce que je disais déjà à l'audience de mercredi qui a été remise à celle d'aujourd'hui. Ce que je disais encore, Monsieur le Président, que le ministère public était dans un état qu'on appellerait ici déni de justice. Je m'explique. Il est dit que lorsque le ministère public n'arrive pas à faire le travail pour lequel l'argent du contribuable lui est payé chaque fin du mois, il est dans un état de déni de justice. Monsieur le Premier Président, et je ne menace pas le ministère public. Oui, Monsieur le Premier Président, je ne menace pas le ministère public. D'ailleurs, je me demande pourquoi il semble être mon père. Monsieur le Premier Président, oui, Monsieur le Premier Président, le ministère public, en commençant son propos, il vous a donné une liste. Et de cette liste-là, il a commencé par Alain Chamard, mes 2 premiers clients. Mais quand il a réagi à tous les mémoires par mon déposé, il n'a pas rencontré les 2 mémoires de mes clients. Il a semblé peut-être, pour la compétence de votre liste cours, donner la disposition, les dispositions des articles 9 alinéa 2e. Monsieur le Premier Président, si nous pouvons le lui concéder, vous constaterez néanmoins, parce que je suppose qu'il va déposer une note par rapport à ça, que en expliquant l'incompétence de votre discours, nous avons donné plusieurs dispositions que vous allez examiner
en délibéré lorsque vous allez lire la disposition par lui donnée. S'agissant, Monsieur le Président, de l'obscurité délibérée, voici ce que vous dit le ministère public. Il dit, Monsieur le Président, il n'y a pas d'obscurité délibérée parce que tout simplement, mes décisions de renvoi contiennent les noms, les faits à charge de prévenu et les dispositions légales. Et Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il fait de la nature des faits qu'il doit expliquer? Qu'est-ce qu'il fait des victimes qu'il doit démontrer? En d'autres termes, il est en train de passer aux aveux, effectivement, qu'il y a obscurité délibérée. Et nous disions l'autre fois que même si on donnait à monsieur l'organe de la loi un mois ou plus, il ne vous donnera pas l'effet qu'il n'a pas, monsieur le Président. S'agissant, parce que nous avons développé une autre exception liée à la nullité des actes antérieurs. L'organe de la loi, il donne un décret en rapport avec les agents de la DGM. Il donne aussi l'ordonnance relative à la répression des infractions flagrantes. Là, on ne se retrouve pas. Mais dès qu'il y a ne sont pas agents de la DGM, il devait quand même répondre à ce qu'on a accouché dans notre mémoire. S'agissant de la répression des infractions flagrantes, lui-même, quand il dit déjà dans la décision de renvoi, il dit donne une longue période, tantôt de 2018, en 2000, de 2000 à 2023. Est-ce que là vraiment on peut parler encore de la flagrance, monsieur le Président? Non. Pour finir, parce que je vais être plus bref, constatez par-dessus tout, monsieur le Président, que quand vous allez lire le deux mémoires de mes clients, vous constaterez que la dernière exception par mon soulevé, c'est l'action mal dirigée. On sait que les ministères publics, dans la décision de renvoi, il dit que les deux prévenus pour lesquels nous comparaissons sont des employés aux établissements Namukaya. Et aujourd'hui, monsieur le Président, il ne dit même pas un seul mot par rapport à cette exception, parce que s'ils sont des simples travailleurs aux établissements Namukaya et qu'ils ne sont pas concernés par cette cause, pourquoi les a-t-il amenés par vers vous, monsieur le Président? Ayant constaté tout cela, monsieur le Président, vous allez nous donner les bénéfices intégrales de nos mémoires, de nos exceptions par nous soulever, en décrétant l'irrecevabilité de cette cause, particulièrement en ce qui concerne les clients, nous avons dit. Droit du prévenu par les Benigni Dodo. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, nous voulons juste éclaircir une confusion qu'entretient le ministère public par rapport à la procédure d'arrestation de tous les prévenus en général et en particulier notre client, M. Kwalezitomi. Nous avons soutenu dans notre mémoire unique que M. Kwalezitomi est un agent de l'ANER et que toute poursuite à son endroit doit faire objet d'une autorisation préalable de l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, qui est l'ANER. Le ministère public soutient que notre client pouvait être également arrêté, et là il se dédouane en évoquant ou en citant les articles 1er et 2e de l'ordonnance loi numéro 78 /001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, pour besoin de la cause, à titre de rappel, je m'en vais lire ces deux dispositions légales. L'article 1er dit ceci: toute personne arrêtée à la suite de l'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. L'article 2 dit ceci: est qualifiée d'une infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'alinéa 2 poursuit:
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, vous allez comprendre avec nous que déjà les caractères voisins est violé. Nous ne sommes pas dans un procès de flagrance, puisque dans la décision de renvoi, le ministère public circonscrit la période présumée de la commission de la dite infraction allant de l'année 2020 à l'année 2023. Déjà là, il n'y a pas respect du délai par rapport à ces dispositions que nous venons de citer. Puisque la loi parle du temps voisin. Et si il s'agit d'une infraction répétée et flagrante, il faut que ça soit poursuivi par la clameur publique. Il faudrait que la personne poursuivie soit porteuse de faits ou d'armes. Mais en l'espèce, mais c'est quoi les Zito Médodo, agent de l'ANER, n'a jamais fait objet d'une poursuite par rapport à une clameur publique, n'a jamais été arrêté avec des effets ou d'armes, même les instruments ou papiers, pour qu'on puisse parler d'une infraction qui serait répétée flagrante par le ministère public. Déjà, nous avons également soutenu dans notre mémoire unique que M. Dodo n'a pris ses fonctions que le 18 mai 2022 en tant que directeur provincial de l'ANER. Déjà, avant cette date-là, il n'était même pas, il n'habitait ni le site Kivu, il n'assumait pas ou il n'occupait pas cette fonction-là. Donc déjà, ça renforce l'obscurité de la part du ministère public. Déjà, la période n'est pas celle-là par rapport au temps voisin qu'oblige la loi par rapport à l'infraction qui est flagrante ou réputée comme telle. Donc, la disposition que nous avons citée dans notre mémoire unique, c'est l'article 25 du décret loi portant création, fonctionnement, création, organisation de l'Agence nationale des renseignements. Et par rapport à ça, Monsieur le Président, vous allez comprendre que tous les actes posés, que ce soit par l'OPJ, que ce soit par le ministère public, conséquence logique de votre compétence, entre guillemets, vous allez juste les rejeter, puisque cette procédure-là antérieure par rapport à son arrestation a été irrégulière, violant ainsi la disposition que je viens de citer, l'article 25 du décret loi portant création, organisation de l'Agence nationale des renseignements, sous réserve de me faire compléter par les confrères avec qui j'ai comparé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous avons accordé la parole. Honorable membre de la Cour, surabondamment, nous serons brefs. Monsieur le Premier Président de la Cour, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que le ministère public le sait très bien que le prévenu, notre client, j'inviterai de citer son nom et son travail parce que le tribunal que vous êtes, vous le maîtrisez. Le travail de notre client, c'est un travail X et qui mérite à ce que l'on puisse le protéger par la loi. Et il est aussi protégé par la loi. Avant qu'il ne puisse venir comparaître devant votre tribunal, vous devriez d'abord lui donner la valeur
reprise par l'article 21 du code de la loi des agents de l'ANR. Et cela, cela donner la valeur comme ça aurait discrédibilisé ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux qualités de notre client. Il ne devrait pas être présenté devant votre cour. Je pense qu'ils sont athées ici. Mais je ne plaide pas pour l'autre. Je plaide pour mon client. Il ne devrait pas être présenté devant votre cour. Il devrait être entendu à l'écart de tous ceux qui sont ici. Parce qu'il est la service secrète de notre pays. Et ne pas vouloir lui donner la mise en liberté provisoire, nous disons que le tribunal, le ministère public marche sur la loi. Et nous vous prions pour mettre fin à tout ça. Nous vous prions d'avoir l'œil regardant, parce que nous jugeons nos semblables. Nous jugeons nos semblables. C'est notre semblable. On doit avoir les égards envers lui. On doit respecter ce que dit la loi sur lui. Il ne devrait pas être ici. Ça fait la honte. Et surtout que c'est télévisé, c'est médiatisé. Lorsqu'on cite le service d'intelligence, des hautes intelligences de notre pays comme ça, et que l'on amène avec toute négligence le prévenu comme tel, Monsieur le Président, nous disons que le respect de la loi n'est pas observé. Et pour mettre fin, nous disons que parce que tous nous sommes partis devant votre cour, nous savons que votre cour a la sagacité et en mesure de nous répondre quant à ce que nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Monsieur le Président, nous allons juste argumenter d'une autre manière, de la manière dont le premier intervenant a eu à intervenir. Monsieur le Président, c'est toujours pour l'école. De quoi les Itomé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public, lorsqu'il essaie de couvrir l'irrégularité de la procédure qu'il a eu à commettre, il fait allusion à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions dites flagrantes. Et le ministère public, Monsieur le Président, a indiqué simplement en rapport avec l'article 1er et l'article 2e. Mais, Monsieur le Président, le ministère public n'a pas eu à questionner cette disposition de cette ordonnance. Quelle est cette disposition, Monsieur le Président? Le confrère a fait la lecture. Nous allons entrer directement parce que l'article 2 définit ce que c'est l'infraction flagrante. Pour qu'il précède à l'arrestation. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Maître, Justement, Monsieur le Président, d'une autre manière. D'une autre manière. Parce que le ministère public a fait allusion à cette disposition pour dire qu'il avait pleinement droit de procéder à l'arrestation de notre client sans pour autant avoir, Monsieur le Président, l'autorisation préalable des chefs de l'agence
nationale de l'ANER, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nous sommes posé des questions. Nous nous sommes posé des questions et sur ces questions, Monsieur le Président, nous nous sommes dit, mais comment est-ce que le ministère public a eu à procéder de la sorte? Pour qu'une personne soit arrêtée par rapport à l'infraction flagrante, les dispositions disent qu'il faut que cette infraction vienne de se commettre ou encore que la personne auteur de cette infraction soit poursuivie par la caméra publique. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des conséquences lorsqu'une personne est poursuivie ou encore est jugée en cas de flagrance. Et les conséquences, Monsieur le Président, vous allez trouver ces conséquences à l'article 1er, que le ministère public a fait allusion. Cette disposition dit ceci, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience au tribunal, Monsieur le Président. Ce qui n'est pas le cas. Parce que notre client a été arrêté le 2 mars 2023. Aussitôt arrêté, la conséquence est réelle. Il devait être transféré directement devant le juge que vous êtes. Monsieur le Président, arrêtez les 2 mains. Et aujourd'hui, nous sommes quelle date? Où nous sommes en train de débattre sur le mémoire unique. Pour vous dire que nous ne sommes pas en cas de flagrance. La deuxième conséquence, Monsieur le Président, la loi le dit, c'est dans l'article 9 de cette même ordonnance. Que dit cet article 9, Monsieur le Président? Cet article 9 dit ceci. Le jugement est rendu, le jugement en cas de flagrance, est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats. Il est rédigé dans les 48 heures, Monsieur le Président. D'où, si le ministère public nous envoie par devers vous, en cas de flagrance, il vous dit, et qu'après avoir entendu la personne, ou encore après avoir jugé, vous devez rendre votre jugement sur minute. Et dans les 48 heures, ce jugement doit être rédigé. Nous connaissons les manœuvres qui y a dans la juridiction militaire, Monsieur le Président. Et si vous ne vous prononcez pas à la minute ou encore après audience, ce serait une violation encore de la loi en rapport avec la manière dont le ministère public a eu à développer. Monsieur le Président, vous allez comprendre que dans les cas sous examen, le ministère public devrait en principe obtenir cette autorisation. Dès lors qu'il n'y a pas cette autorisation, Monsieur le Président, vous allez argumenter de la même manière que nous pour dire qu'il y a violation de la procédure. Et cette violation est tellement flagrante que vous pouvez même vous prononcer sur le champ et accorder la liberté à notre client. Monsieur le Président, nous avons promis de ne pas prendre beaucoup de temps, mais nous vous avons donné ces conséquences en rapport avec la loi. Et que les libellés de prévention, voire même la décision de renvoi, qui vous lie, Monsieur le Président, ne fait même pas mention de cette ordonnance loi. Pour vous dire que voilà, nous sommes en cas de flagrance, raison pour laquelle nous avons arrêté, nous avons auditionné, nous les avons envoyés par devers vous. Non, Monsieur le Président. Vous allez tenir compte de ces arguments que nous avons soulevés et vous allez accorder ce dont nous avons besoin en rapport avec nos demandes. Nous avons dit, Monsieur le Merci. Président. Ceci étant, la Cour clôt les débats en ce qui concerne les exceptions des gens et prend toutes ces exceptions à délibérer pour se prononcer à la week-end. C'est le 13. Ce sera les 13 septembre. Mon colonel, l'audience de ce jour est levée. L'audience est suspendue et ne reprendra que le mercredi 13 septembre 2023 à 9h30 à Montpellier.